Lorsque la Sagrada Familia sera achevée, des gens du monde entier viendront pour la voir, et elle aura une grande influence sur le monde de l'art. Lorsque Gaudí énonce cette double prophétie, la construction de la cathédrale est à peine entamée. Aujourd'hui, tout juste un siècle après sa mort en 1926, le bâtiment n'est d'ailleurs toujours pas achevé. Mais, comme le rappelait l'architecte, il faut s'attendre à ce que les travaux de ce temple soient de longue durée, ce qui est propre à tous les temples qui se font remarquer par leur grandeur. Mais achevés ou non, nous pouvons aujourd'hui prendre la vraie mesure de cette prédiction. Et il est remarquable de constater qu'elle est à la fois extraordinairement juste et extraordinairement fausse. Elle est juste car, en effet, la Sagrada Familia ainsi que le reste de l'œuvre de Gaudí s'est imposée à l'attention du monde. Gaudí est peut-être le dernier architecte dont le nom soit familier au grand public. Et la puissance symbolique et formelle de son œuvre est telle qu'elle emporte l'adhésion de ce public d'une manière spontanée et, pour ainsi dire, presque irréfléchie. La Sagrada Familia et ses tours aux dessins si caractéristiques sont devenues l'une des formes qui occupent une place centrale dans notre conscience collective occidentale, comme la Tour Eiffel ou la Statue de la Liberté, et des millions de personnes viennent chaque année la visiter. Mais si Gaudí a su prévoir le succès de son œuvre auprès des gens du monde entier, il s'est malheureusement trompé en prophétisant l'influence qu'elle aurait sur le monde de l'art. En cela, sa prédiction s'avère même extraordinairement fausse. En effet, on peut dire sans exagérer que, depuis 100 ans, l'architecture ne connaît rien d'autre qu'un inexorable déclin. Partout, la laideur s'est substituée à la beauté. Partout, les ingénieurs se sont substitués aux architectes, nous laissant aux prises avec un environnement froid et inhumain, car non pensé pour l'homme. Or, d'après Gaudí, l'art est fait par l'homme, pour l'homme, et se doit d'être rationnel. Est-ce là le secret que nous avons oublié ? Est-ce la raison pour laquelle nous sommes passés en seulement 100 ans d'une cathédrale unique au monde et admirée par tous, à ces constructions anonymes et interchangeables qui polluent notre espace et font de nos cités d'aujourd'hui des lieux morts, dans lesquels la vie sociale ne parvient plus à se développer de manière harmonieuse. Pour le savoir, il faut d'abord nous tourner vers Gaudí lui-même. Mais la vie de l'architecte est un mystère. Nous possédons quelques informations biographiques sur le début de sa vie, sur son enfance et sur ses débuts dans le métier. Nous en possédons d'autres sur la fin de son existence, au moment où, dans un dénuement total, il consacre ses dernières forces au chantier de la Sagrada Familia. Entre les deux, rien, ou presque rien. De plus, Gaudí n'a laissé presque aucun écrit et la majeure partie de ses archives ont été détruites lors d'un incendie quelques années après sa mort. Dès lors, comment faire pour remonter le fil de sa pensée et tenter de comprendre la nature de ce qui nous échappe aujourd'hui ? Par chance, ses derniers collaborateurs ont noté ces paroles et nous ont laissé, à la manière d'un évangile, un précieux témoignage de la pensée du maître. Comme pour Rodin, comme pour Delacroix dont nous avons parlé dans nos précédentes vidéos, ces écrits sont à peine diffusés et à peu près complètement ignorés. C'est là l'un des paradoxes de notre époque. Jamais les sources n'ont été aussi accessibles et jamais elles n'ont été aussi négligées. Ces paroles rapportées de Gaudí sont pourtant un véritable trésor, puisqu'elles nous donnent accès à la pensée de l'un des plus grands génies de l'histoire de l'art. Et il est de notre devoir le plus urgent de cesser de snober l'héritage intellectuel de notre civilisation. À l'heure de notre 21e siècle, où toute parole, petite ou grande, riche ou pauvre, est noyée dans un flot continu d'informations ineptes, qui agit sur nos esprits comme la plus définitive et la plus insidieuse des censures, il importe plus que jamais de tendre l'oreille vers notre passé pour retrouver le fil de notre histoire. L'architecte est un homme de synthèse, qui voit les choses clairement, globalement, avant qu'elles ne soient faites, déclarait Gaudí à ses disciples. Peut-être plus que tout autre architecte, Gaudí a développé une compréhension profonde, synthétique justement, de son art. L'architecture à ses yeux n'est pas seulement le savoir-faire qui permet d'ériger un bâtiment, elle est avant tout cette forme d'art unique qui échappe à toute contrainte sociale. En effet, l'architecture ne se cache pas dans d'obscurs musées. Il n'est pas nécessaire d'aller dans une salle spéciale, comme on le fait par exemple pour écouter de la musique, pour jouir de sa présence.
Au contraire, l'architecture est l'écrin de ces autres arts. Elle les précède, comme elle précède en un sens l'établissement de nos sociétés. Il n'est pas nécessaire de l'acheter ou de la comprendre, ni même d'en goûter le charme pour en subir l'influence. L'architecture, à la différence des autres arts, est si étroitement liée aux civilisations humaines qu'on oublie souvent qu'elle est un art et que certaines constructions sont des œuvres. Si cela nous saute aux yeux face à un palais ou une église, nous peinons à le voir quand il s'agit d'un immeuble ou d'un bâtiment administratif. L'architecture se différencie également de toute autre forme d'art par le rapport indissociable et particulier qu'elle entretient avec la technique. Le musicien apprend la musique, l'écrivain apprend à manier sa langue, le peintre apprend à dessiner. Mais l'architecte, en plus d'apprendre l'architecture, doit également posséder le métier d'un ingénieur. Il ne s'agit cependant pas de confondre ces deux professions, et voici comment Gaudi définissait l'une par rapport à l'autre. L'architecte est le constructeur humain. Il construit pour l'homme qui travaille, l'homme qui se marie, l'homme qui se divertit, l'homme qui prie. Il domine et dirige personnellement ses œuvres. Les dimensions de ses chantiers lui permettent de diriger les travaux par les gestes et par la voix. Le langage de l'architecte est celui de la géométrie. Trouver pour chaque fonction les formes adéquates qui donnent à l'œuvre son caractère est le rôle de l'architecte. Trouver une forme qui serve pour tout est celui de l'ingénieur qui, de la sorte, réalise des choses sans caractère. L'ingénieur construit chemins et routes pour les animaux et pour les machines qui ne servent qu'indirectement à l'homme. L'homme s'habitue et s'adapte aux machines. Ainsi, plus nécessaire est le mulet que le charretier, plus importante est la charrette que le conducteur. L'homme se plie aux impératifs de la machine. Mais l'architecte se distingue de l'ingénieur dans le sens où ses constructions sont spirituellement supérieures, c'est-à-dire dédiées à la divinité. Depuis les années 1950, l'architecte s'est d'ailleurs progressivement effacé, jusqu'à disparaître complètement au profit de l'ingénieur. Une tendance qui ramène en un sens l'architecture à ses balbutiements, car les premières constructions humaines avaient sans nul doute comme unique fonction de procurer un abri et de ne pas s'effondrer. Avec le temps et le développement de la culture humaine, une autre nécessité s'était faite jour. La construction devenait l'occasion d'exprimer des symboles. Le bâtiment devenait, comme le disait Victor Hugo, un livre de pierre qui racontait l'histoire du peuple qui le bâtissait. Et c'est d'ailleurs souvent, des milliers d'années après leur disparition, les seules traces qui attestent encore de la présence dans l'histoire d'une civilisation évanouie. L'architecture, par nature, impose au créateur de résoudre un problème concret et, peut-on dire, de nature mécanique. Le bâtiment doit tenir debout et remplir la fonction pour laquelle il est créé, qu'il s'agisse d'une maison, d'un immeuble, d'un palais, d'une poste ou d'un magasin. Il doit laisser passer la lumière, mais sans que les orifices le permettant ne menacent la stabilité de la paroi où ils sont pratiqués. Il doit retenir la chaleur, ou au contraire la limiter selon le climat, sans que cela nécessite des murs trop épais. Il doit permettre la libre circulation, tout en délimitant les espaces qui le composent. Gaudi souligne d'ailleurs à ce propos. La construction, comme la justice, résout toujours un problème concret, de sorte qu'on ne peut faire de modèle qui servirait pour différents lieux. Mais cet aspect concret de l'architecture, celui de la fonction, n'est que le pendant de l'autre, l'ornementation. Gaudi le souligne quand il dit « L'architecture n'est pas la stabilité. Celle-ci n'est qu'une partie de celle-là. Elle n'est pas le tout. Un pont en fer est mécanique. Il n'est pas beau. L'architecture est un art. La mécanique est un squelette, une ossature, mais il lui manque la chair qui la rend harmonieuse, c'est-à-dire la forme qui l'enveloppe. » Et en effet, au fil des siècles, c'est ainsi que les architectes et les théoriciens de l'architecture en viennent à résumer la problématique de leur art. Trouver le juste équilibre entre la fonction et la décoration. Toute construction commence par un besoin fonctionnel, mais ce qui fait la différence entre l'architecte et l'ingénieur, et ce qui élève le premier au-dessus du second, c'est que l'architecte, comme le fait la nature, cherche l'aspect extérieur idéal qui conviendra à ce besoin fonctionnel. Gaudi nous dit à ce propos : la première qualité que doit posséder un objet pour être beau
est la parfaite adéquation à la fonction pour laquelle il est destiné. Il ne faut pas traiter les problèmes séparément pour les réunir ensuite de façon hétérogène, mais chercher l'unité qui prendra en compte les conditions matérielles de l'objet, son caractère et son utilisation. Plus précisément, sur ce rapport entre la fonction et l'apparence, la réflexion des architectes atteint l'un de ses points culminants avec Viollet-le-Duc, né en 1814 et mort en 1879. Un architecte et théoricien français, à qui l'on doit entre autres la rénovation de Notre-Dame de Paris. À ses yeux, l'ornement doit à la fois cacher et souligner la fonction. Une construction est toujours un ensemble de plans. C'est la jonction de ces plans qui doit faire naître l'ornement. De cette manière, l'ornement cache la nécessité technique, en même temps qu'il souligne son existence, exactement comme les muscles et la peau cachent le squelette, tout en mettant en valeur son aspect fonctionnel. Gaudi, comme tous les architectes de sa génération, a lu les écrits de Viollet-le-Duc, et en particulier ses entretiens sur l'architecture. Si Gaudi se montre souvent critique à propos de cet ouvrage, disant par exemple que « le dictionnaire de Viollet-le-Duc n'est en rien un dictionnaire, mais un assemblage de monographies incomplètes », il reprend néanmoins à son compte un certain nombre de principes édictés par son prédécesseur. En effet, voici ce que l'on peut lire dans les toutes premières pages du premier entretien. Toute architecture procède de la structure, et la première condition qu'elle doit remplir, c'est de mettre sa forme apparente en accord avec cette structure. Cette notion d'accord entre la fonction et la forme est le point central de la doctrine qui préside au renouvellement des conceptions artistiques à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, et en particulier dans le domaine de l'architecture. On la trouve par exemple exprimée par l'architecte viennois Otto Wagner, qui écrit à la fin des années 1890 « Besoin, finalité, construction et idéalisme sont les germes originels de la vie artistique. Unis dans un même concept, ils constituent une sorte de nécessité dans la création et l'existence de l'œuvre d'art, exprimée dans la devise « Artis sola domina necessitas », c'est-à-dire « La nécessité est la seule maîtresse de l'art ». C'est sans doute le premier malentendu qui entoure encore actuellement l'œuvre de Gaudi, et l'un des coins du voile qu'il nous faut soulever pour comprendre la trajectoire qui a pu nous mener de la splendeur de l'Art nouveau au cauchemar de l'architecture contemporaine. On s'émerveille en premier lieu devant son originalité et sa fantaisie, devant la liberté qu'il semblait s'autoriser en toutes circonstances, et, de manière générale, on ne retient des constructions de Gaudi que la forme, l'apparence, sans se rendre compte que l'essentiel de son génie est ailleurs, à savoir dans la recherche structurelle et fonctionnelle. Voici pourtant ce que Gaudi déclarait de manière catégorique. Il faut préférer le fond à la forme et repousser toute rhétorique. Parlant de liberté, il notait encore « La pensée n'est pas libre, elle est l'esclave de la vérité. L'artiste doit être un moine, pas un frère. » Et celui à qui l'on prête tant de fantaisie affirmait pourtant « Je calcule tout. De cette façon, je fais apparaître la forme logique, née de la nécessité. » Ce à quoi il ajoutait, mettant pour ainsi dire un terme à la question, « Je ne crois en aucun cas à l'improvisation. Rien ne s'improvise, et je ne crois pas non plus que le manque d'inspiration puisse réduire à zéro mon travail. » Comme on le voit, l'art de Gaudi ne prend jamais racine dans l'irrationnel, et, s'il est au service de Dieu, comme nous le verrons plus loin, il ne s'en remet pour autant jamais à une quelconque forme d'inspiration divine. Enfin, s'agissant d'originalité, Gaudi rappelle très simplement, mais très nécessairement, que l'originalité consiste à se rapprocher de l'origine, à la rejoindre, de sorte qu'est original celui qui, avec ses propres moyens, revient à la simplicité des premières solutions. Gaudi va même plus loin, en conditionnant l'originalité à l'étude approfondie de la tradition. Il n'est pas possible d'aller de l'avant sans moissonner dans le passé et profiter de l'effort et des acquis des générations précédentes. Il ne faut pas vouloir être original. Chacun se doit d'aller chercher ce qui a été réalisé par le passé. S'il ne le fait pas, il n'arrivera nulle part et tombera dans toutes les erreurs qui ont été accumulées pendant des siècles.
nous ne devons pas mépriser l'enseignement du passé. Chacun porte son style, qui se révèle spontanément, sans que l'on s'en rende compte. Il est intéressant de noter qu'ici, Gaudí parle de l'originalité non pas comme d'un but à atteindre, mais plutôt comme d'une qualité naturelle, une qualité dont le caractère spontané demande davantage à être réfréné par le cadre de la tradition qu'encouragé. Voilà donc un premier élément de réponse à la question que nous nous posons, à savoir comment est-on passé d'une architecture comme celle de Gaudí et de ses contemporains à celle d'aujourd'hui. Si Gaudí atteint à la fantaisie et à l'originalité, c'est parce qu'il soumet son inspiration à la rationalité. Mais d'une conséquence, nos esprits modernes ont fait une cause, et à l'inverse de Gaudí, nos bâtisseurs modernes se croient originaux parce qu'ils tournent le dos aux principes rationnels sur lesquels les architectes se sont appuyés pendant des millénaires. Mais sur quoi Gaudí s'appuie-t-il pour définir ce qui est rationnel, et quelle est cette vérité dont la pensée serait l'esclave ?